La paume était serrée si fort que le brancardier dut redresser les doigts un à un. Une petite clé en laiton, assombrie par le temps, tomba sur la table d'opération avec un tintement léger. Clara Weber, chirurgienne avec 12 ans d'expérience, regardait cette clé sans comprendre pourquoi ses mains tremblaient. Une minute plus tôt, elle avait perdu un patient, un vagabond sans papier, que les secours avaient ramassé près de la gare ferroviaire. Un infarctus étendu, une rupture de l'aorte. Il n'y avait aucune chance dès le départ, mais il avait repris connaissance au tout dernier moment. Il l'avait saisi par la main directement à travers le gant stérile et avait murmuré ces mots étranges. « Si je ne survis pas, trouve la maison. La clé est dans la paume. » Puis le moniteur avait affiché une ligne droite et tout était fini. Clara prit machinalement la clé et la glissa dans la poche de sa tenue chirurgicale. Elle ne pensait à rien, elle l'avait simplement prise, comme on prend des choses qu'on ne peut pas laisser traîner. À cet instant-là, elle ne savait pas encore que ces 16 grammes de laiton allaient bouleverser toute sa vie. Le chef du service de chirurgie, Franz Müller, la convoqua 3 heures plus tard. Clara eut le temps de prendre une douche, de se changer et de boire 2 tasses d'un café infect provenant du distributeur automatique. Ses mains ne tremblaient plus. Elle avançait dans le couloir de l'hôpital et ses talons marquaient un rythme familier. Depuis 13 ans, elle arpentait ces couloirs, d'abord comme interne, puis comme résidente, puis comme chirurgienne. Elle connaissait chaque carreau, chaque éraflure sur les murs peints de ce verre administratif. Elle savait quelle porte grinçait, quel robinet fuyait dans la salle de soins, quelle infirmière aimait bavarder et laquelle aimait travailler. C'était sa vie, sa maison, son territoire. Elle n'aurait jamais imaginé que dans une demi-heure, tout cela ne lui appartiendrait plus. Dans le bureau de Müller se trouvait une femme d'une 50aine d'années, soignée, avec un sac coûteux posé sur les genoux et une expression que Clara avait appris à reconnaître dès son internat. C'est ainsi que regardent les gens venus réclamer la tête de quelqu'un. « Asseyez-vous, Clara », dit Müller en lui désignant une chaise d'un signe de tête. Sa voix était mauvaise, terne. « Voici Valérie Grosmont, son frère, le patient dont vous vous êtes occupé aujourd'hui. » Il ne termina pas sa phrase, mais tout était clair. Clara s'assit, posa les mains sur ses genoux et regarda la femme. Celle-ci la fixait en retour, froidement, d'un regard évaluateur. Mon frère Armand était malade depuis de nombreuses années. Troubles psychiques, errance. Mais il était ma famille, ma seule famille. Et vous l'avez tué. Clara ouvrit la bouche pour expliquer rupture de l'aorte, hémorragie massive, aucune chance. Mais la femme leva la main pour l'arrêter. J'ai lu le rapport. Je sais ce que vous allez dire. Autre chose m'intéresse. Où sont ses affaires? Clara sentit la clé dans la poche de sa blouse devenir soudain lourde, comme si elle s'était remplie de plomb. Quelles affaires? Il a été amené pratiquement sans vêtements, dans des haillons. Ne me mentez pas. La femme se pencha en avant. Je sais pertinemment qu'il avait sur lui quelque chose de précieux. Très précieux. Et si vous vous l'êtes approprié, je vous détruirai. Müller tout sauta et écarta les mains. Valérie est une personne très connue dans notre ville. Une bienfaitrice, une mécène. Depuis de nombreuses années, elle finançait un fonds d'aide aux sans-abri et tentait de retrouver son frère. Clara eut envie de demander, si elle tentait de le retrouver, pourquoi était-il mort en haillons sur la table d'opération d'un hôpital public et non dans une clinique privée payée par sa riche sœur? Mais elle se tut. Elle comprenait déjà comment cette conversation allait se terminer. « Je n'ai rien pris, » dit-elle d'une voix égale. « Le patient n'avait aucun objet de valeur. Vous pouvez vérifier les caméras de la salle d'opération. » « Les caméras de la salle d'opération ne filment que la zone de la table, » baissa les yeux Müller. « Elles ne couvrent pas la périphérie, ni le vestiaire. » Comme c'est commode, Grosmont se leva et rajusta sa veste. « Franz, je suppose que vous tirerez les conclusions qui s'imposent. Je préférerais que cette histoire ne s'ébrite pas. Mais si je n'obtiens pas ce qui appartient à ma famille, eh bien, mes avocats savent travailler avec la presse. » Elle sortit, laissant derrière elle une odeur de parfum lourd et la sensation d'une catastrophe imminente. « Clara » Müller se frotta l'arête du nez. « Tu te rends compte dans quelle situation tu me mets ? Je n'ai pris aucun objet de valeur,
répéta Clara. Il n'y avait rien. Et qu'y avait-il? Elle se tut. La clé dans la poche de la blouse lui brûlait la cuisse même à travers le tissu. Dire la vérité? La donner? Mais le vagabond, Armand, lui avait demandé de trouver une maison. À elle personnellement. Il tenait sa main et la regardait dans les yeux. C'était sa dernière volonté. Peut-on trahir la dernière volonté d'un mourant? Rien, dit-elle. Il n'y avait rien. Muller soupira. Grosmont est une importante donatrice de l'administration régionale. Elle peut fermer notre hôpital d'un seul appel. Et elle le fera si je ne te licencie pas. Pardonne-moi, Clara. Je suis vraiment désolé. Clara sortit du bureau et se mit à avancer lentement dans le couloir. Les murs familiers, les portes, les visages défilaient devant elle. Une infirmière l'appela. Elle ne se retourna pas. Dans le vestiaire, elle se changea, rassembla ses affaires personnelles dans un sac. Une photo de sa mère, un petit ficus en peau qui avait vécu sur son bureau pendant 5 ans, et glissa dans la poche de son jean la fameuse clé. Le vigile à la sortie la suivit d'un regard étrange. Clara sortit son téléphone et regarda. Clara sortit son téléphone et regarda l'écran. 17 appels manqués de sa mère, 3 de son ex-mari Thomas, un de Sylvia, une amie d'école. Elle rejeta tous les appels et commanda un taxi. Elle avait besoin d'être seule. L'appartement l'accueillit par le silence et l'odeur de poussière. Elle vivait ici depuis 2 ans, depuis son divorce avec Thomas, mais n'avait jamais vraiment investi cet espace. Un petit 2 pièces loué dans un vieil immeuble en périphérie, plafond à 2,50 mètres, fenêtre donnant sur la cour. Dans la cuisine se trouvait une bouilloire électrique, dans le réfrigérateur les restes de sarrasin de la veille et un paquet de kéfir. Clara mit la bouilloire en marche, sortit la clé de sa poche et la posa sur la table. En laiton, ancienne, avec un paneton ouvragé. De telles clés ouvrent de vieilles serrures, des coffres, des portes de grenier, des portails de maisons de village. « Trouve la maison », avait murmuré le vagabond. Quelle maison? Où? Et pourquoi elle? Clara se servit du thé, s'assit à table et fixa la clé. Dehors, la nuit tombait. Les lampadaires de la cour s'allumèrent les uns après les autres, projetant des reflets jaunâtres au plafond. En bas, un chien aboya, puis se tut. Dans l'appartement voisin, la télévision s'alluma, la voix sourde du présentateur des informations se mit à marmonner. Une soirée d'automne ordinaire. Sauf que tout avait changé. Le téléphone sonna de nouveau. Sa mère. Clara hésita, puis répondit quand même. « Clara, ma chérie, pourquoi tu ne réponds pas? J'ai failli devenir folle. Lydia de l'accueil m'a appelé, elle dit que tu as été licenciée. C'est vrai? C'est vrai, maman. » Un silence. On entendait une respiration lourde dans le combiné. « Comment ça, ma chérie? Pour quelle raison? » C'est long à expliquer. Je te raconterai plus tard, d'accord? Je suis très fatiguée. Tu as au moins mangé? Clara, tu n'as rien mangé de la journée, je le sais. Viens chez moi, j'ai fait une tourte, au chou, ta préférée. Maman, je ne peux pas maintenant. Vraiment. J'ai besoin de réfléchir. Ma chérie, je t'appellerai demain, je te le promets. Elle raccrocha et posa le téléphone. Une tourte au chou. Toute sa vie, sa mère avait soigné tous les malheurs avec des tourtes. Aux choux, aux pommes, aux cerises. Quand Clara avait raté les concours d'entrée la première année, sa mère avait fait 3 tourtes en 2 jours. Quand son père était mort, elle était restée 1 semaine entière en cuisine, sans lâcher le rouleau à pâtisserie. Quand Clara avait divorcé de Thomas, elle lui avait apporté tout un sac de pâtisserie. Mange, ma chérie, l'estomac plein aide à mieux réfléchir. Peut-être fallait-il vraiment y aller? Se réfugier dans son ancienne chambre d'enfant, s'allonger sur le canapé sous le plaid à carreaux, manger les tourtes de maman et faire semblant d'avoir de nouveau 17 ans, comme si tout était encore devant elle. Clara secoua la tête. Non. D'abord comprendre. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa dans le moteur de recherche. Valérie Grosmont bienfaitrice. De nombreux liens apparurent. Articles de journaux locaux,
Photos d'événements, interviews. Valérie Grosmont, 52 ans, veuve, propriétaire de la chaîne de pharmacie Jason Plus, fondatrice du fonds caritatif d'aide aux sans-abri Warms House. Ironique, pensa Clara. Un fonds d'aide aux sans-abri, et son propre frère est mort vagabond sur une table d'opération. Elle fit défiler les pages, lut les interviews. Grosmont racontait volontiers aux journalistes sa jeunesse difficile, comment elle avait commencé avec un seul kiosque de pharmacie avant de bâtir un empire, évoquait son mari défunt, homme d'affaires, qui lui avait laissé une fortune. Pas un mot sur son frère. Dans aucune interview. Comme s'il n'avait jamais existé. Clara ouvrit un autre onglet et tapa « Armand Grosmont ». Rien d'utile, seulement des homonymes. Elle essaya autrement. Sans-abri Armand. Inutile. Alors elle se souvint, le vagabond avait été amené depuis la gare ferroviaire. Il était sans papier, mais le brancardier avait dit qu'on avait trouvé dans sa poche un bout de papier, un reçu ou quelque chose comme ça. Clara se souvenait mal, elle était concentrée sur l'opération. Un reçu. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'Evgenia Hoffman, l'infirmière du service des admissions. Elle répondit après la 3e sonnerie. « Clara, j'ai entendu, vraiment désolé. Muller est un salaud, tout le monde le sait. Evgenia, j'ai besoin de ton aide. Tu te souviens du vagabond qu'on a amené aujourd'hui? Celui qui est mort sur la table? Comment oublier? Quel scandale à cause de lui. Il avait un bout de papier sur lui. Un reçu. Tu te souviens où il a été mis? » Evgenia se tut un instant. Il me semble qu'on l'a mis dans le sac avec ses affaires. Et le sac? Je ne sais pas, Clara. Sans doute que sa sœur l'a pris, cette pain-bêche avec son sac de luxe. On peut vérifier? Peut-être qu'il en reste une copie? Qu'est-ce que tu manigances? Rien. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Bon, attends. Je vais regarder au bureau des admissions. Peut-être qu'on a scanné quelque chose. Clara attendait en regardant la clé. On entendait des pas, le froissement de papier, des voix étouffées. Puis Evgenia revint. « Il y a quelque chose. Je t'envoie ça sur la messagerie. » 1 minute plus tard, une photo arriva. Un bout de papier froissé, au texte à moitié effacé. Clara agrandit l'image, examina. C'était un reçu de consigne de la gare routière. Ancien, passé, mais le numéro du casier était parfaitement lisible. 117. « Evgenia, merci. Je te dois quelque chose. Laisse tomber. Il y a 2 ans, tu m'as remplacé de garde quand ma mère était malade. On est quitte. Mais Clara, fais attention. Cette Grosmont, c'est quelqu'un de sérieux. Ne va pas te fourrer dans des ennuis. » Clara raccrocha et réfléchit. La gare routière, une consigne. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir? Et pourquoi le vagabond tenait-il tant à ce reçu? Elle regarda l'heure. 21 heures. La gare routière était ouverte jusqu'à 23 heures. Elle avait le temps. Elle enfila sa veste, glissa la clé dans sa poche et sortit de l'appartement. Dehors, il faisait froid et humide. Le vent d'octobre chassait les feuilles mouillées sur l'asphalte. Clara héla une voiture, une vieille Škoda, avec un chauffeur d'un certain âge qui écoutait la radio en silence. On y diffusait une émission sur l'histoire, sur les domaines, les nids de noblesse, les manoirs abandonnés dans l'arrière-pays. Clara écoutait distraitement et pensait au vagabond Armand. Qui était-il avant de devenir sans-abri? Quand il était le fils de quelqu'un, le frère de quelqu'un, peut-être un mari, un père. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Et pourquoi sa riche sœur ne l'avait-elle pas sorti de cette vie, soignée, sauvée? « On est arrivé, » dit le chauffeur. Clara paya et descendit. La gare routière à 10 heures du soir avait un air morne. Une salle d'attente à moitié vide, quelques passagers sur des bancs, un agent de sécurité somnolent à l'entrée. Clara trouva les consignes dans un coin éloigné. Le numéro 117, 3e rangée en partant du bas, une petite porte métallique avec une serrure numérique. Elle sortit le reçu, entra le code indiqué au dos. La serrure cliqueta, la porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un simple sac en plastique, sale, froissé, noué. Clara le sortit,
s'éloigna vers un banc et s'assit. Elle défit le nœud et regarda à l'intérieur. Des documents. Une liasse de vieux papiers maintenus par un élastique. Elle les sortit et se mit à les feuilleter. Un acte de naissance au nom d'Armand Gladish, né en 1968. Pas Grosmont, Gladish. Un passeport ancien, avec la photo fanée d'un jeune homme. Des certificats, des reçus, des fragments de lettres. Et tout au fond, une feuille pliée en 4, jaunie par le temps. Clara la déplia. C'était un testament. Manuscrit, sur une feuille de cahier, écrit d'une écriture tremblante de vieillard. Moi, Gladish Peter, étant saint d'esprit, lègue tous mes biens, la maison, la terre et tout ce qui s'y trouve, à mon petit-fils Armand Gladish, village de Weidenbach, région du Tyrol. Date, signature. En bas figurait le cachet d'une administration communale, année 1992. Clara relut le testament une seconde fois. Donc il y avait une maison. Une vraie maison dans un vrai village. Et la clé, cette clé en laiton, était probablement celle-ci. Elle remit les documents dans le sac et sortit de la gare. Dehors, il faisait déjà complètement nuit. Elle se tenait sous un lampadaire, serrant contre elle le sac contenant des documents étrangers et un testament qui ne lui appartenait pas, et se demandait ce qu'elle devait faire ensuite. Le matin commença par un appel téléphonique. Clara se réveilla sur le canapé, sans s'être déshabillée. Elle s'était endormie avec le sac de documents sous la tête. C'était Thomas qui appelait. « Clara, je sais tout. Les nouvelles circulent vite. Comment tu vas ? » « Vivante. »« Je peux passer ? On parlera. »« Ce n'est pas la peine, Thomas. Vraiment. » Il se tut. Ils avaient divorcé 1 an et demi plus tôt, paisiblement, sans scandale. Ils avaient simplement cessé de se comprendre. Il voulait des enfants, elle voulait une carrière. Il voulait une épouse à la maison, elle passait ses journées de garde. Un jour, il avait dit « Clara, tu aimes ton travail plus que moi. » Et elle n'avait rien trouvé à répondre. À présent, il vivait avec une autre femme, calme, casanière, qui lui avait déjà donné une fille. Clara les avait vus une fois au parc. Thomas poussait une poussette et avait l'air heureux. Elle s'en était réjouie pour lui. Vraiment. « Si jamais, appelle-moi, » dit-il. « Je m'inquiète quand même pour toi. »« Merci, Thomas. » Elle raccrocha et s'assit sur le canapé. La tête lui bourdonnait. La bouche était sèche. Dehors, un matin gris, des toits mouillés, des pigeons sur la corniche. Clara regarda le sac de documents. Village de Weidenbach, région du Tyrol. Elle sortit son téléphone, ouvrit les cartes. Weidenbach apparut, un point minuscule dans les contreforts alpins, au milieu des forêts et des champs. 4 heures de route. Ou bien le train jusqu'à Innsbruck, puis le bus. Clara réfléchit. Y aller ? Pourquoi ? Qui trouverait-elle ? Une masure abandonnée au toit effondré ? Et pourtant, « Trouve la maison », avait demandé le vagabond. C'était sa dernière volonté. Et cette maison était la seule chose qui lui restait. La seule chose qu'il avait tenté de protéger, même face à la mort. Elle se leva, prit une douche, prépara du café, appela sa mère et expliqua brièvement qu'elle partait pour quelques jours, que tout allait bien, qu'elle raconterait plus tard. Sa mère soupira, s'inquiéta, puis finit par accepter. « Appelle au moins de temps en temps, ma chérie, sinon je vais devenir folle. » Clara prépara un sac à dos, des sous-vêtements de rechange, un pull, un chargeur de téléphone, des documents, la clé. Elle commanda un taxi pour la gare. Dans le train pour Innsbruck, il y avait peu de monde. Clara s'installa près de la fenêtre et regarda défiler les paysages, lotissements de banlieue, forêts, champs. Le wagon se balançait, les roues martelaient les rails. En face d'elle était assise une vieille dame avec un énorme sac à carreaux d'où dépassaient des plumes vertes d'oignons nouveaux. La vieille dame somnolait, la tête tombant sur la poitrine. Dehors, la pluie commença, fine, automnale, morne. Clara ferma les yeux et se souvint soudain de son enfance, quand elle allait avec ses parents chez sa grand-mère au village. Aussi en train,
aussi en automne. Papa lisait le journal, maman tricotait, et elle, Clara, 5 ans, collait son nez contre la vitre et comptait les vaches dans les pâturages. Dans le village de sa grand-mère, ça sentait les pommes, la fumée du poêle et le lait frais. La grand-mère était morte quand Clara avait 12 ans. La maison avait été vendue. Mais cette odeur, elle s'en souvenait encore. À Innsbruck, Clara prit une correspondance en bus. Un petit bus imprégné d'odeur d'essence et de quelque chose d'aigre avançait lentement sur des routes défoncées. Par la fenêtre défilaient des villages, des clôtures grises, des maisons penchées, des potagers où dépassaient des choux. Par moments apparaissaient des vaches, des chèvres, des poules. Les passagers descendaient un à un, des vieilles femmes avec des sacs, des hommes en vestes matelassées. À la fin du trajet, il ne resta dans le bus que Clara et un homme âgé avec des cannes à pêche. « À la pêche » demanda-t-elle, juste pour dire quelque chose. « Au lac, derrière Weidenbach. Il y a des carassins énormes. » Il montra la taille avec les mains, exagérant visiblement. « Et toi, tu vas chez qui ?»« Chez des parents. »« Ah, chez les Gladish, alors. Mais il n'y a plus personne là-bas. Le vieux est mort il y a 5 ans, et son petit-fils, un bon à rien, a disparu quelque part. » Clara se tendit. Un bon à rien. Oui, il avait la tête de travers. Pas méchant, non, mais étrange. Il errait tout le temps, marmonnait des choses. Les gens disaient que sa sœur l'avait fait interner quelque part, et qu'il s'était enfui. Enfin, peut-être qu'il raconte n'importe quoi. Ici, on parle beaucoup. Le bus s'arrêta. « Weidenbach, terminus !» cria le chauffeur. Clara descendit. Le village était presque désert. Une vingtaine de maisons, dont la moitié condamnées. Une boutique avec une enseigne délavée, épicerie, le bâtiment de l'ancien club avec un toit effondré. Dans la rue, personne, seulement un chien roux trottinant le long du bas-côté. Clara regarda autour d'elle. Où aller? Elle sortit son téléphone, mais il n'y avait pas de réseau, pas une seule barre. Il faudrait demander aux habitants. Elle se dirigea vers la maison la plus proche, d'où montait un filet de fumée. Elle frappa au portail. Un chien aboya dans la cour, puis une porte grinça. Qui c'est encore? Sur le perron se tenait une femme d'environ 60 ans, solide, joues rouges, un foulard coloré sur la tête. « Bonjour, je cherche la maison des Gladish. Vous pourriez m'indiquer » La femme plissa les yeux. « Et toi, tu es quoi pour eux ?»« Une connaissance. Du petit-fils. Armand. Il n'est plus là depuis longtemps. Disparu. Je sais, mais j'ai besoin d'entrer dans la maison. » La femme se tut, examinant Clara. Puis, elle hocha la tête. Tout au bout de la rue, près de la forêt. Encadrement bleu. Mais ça fait 5 ans que personne n'y vit, à part les souris et les araignées. Merci. Clara s'engagea dans la rue, sentant le regard de la femme dans son dos. La maison fut facile à trouver, la dernière, à la lisière. La bâtisse était ancienne mais solide, en rondin, toit en ardoise, encadrement effectivement bleu, bien que la peinture s'écaille. Le portail était envahi d'orties, une barrique rouillée traînait dans la cour, près du perron un banc cassé. Clara s'arrêta devant le portail. Son cœur battait vite. Elle sortit la clé, la même clé en laiton, et se dirigea vers la maison. Elle monta sur le perron, les marches grincèrent sous ses pieds. La porte était en bois, desséchée, avec un gros cadenas. Clara inséra la clé et tourna. Le cadenas cliqueta et s'ouvrit. Elle poussa la porte, qui s'ouvrit avec un long grincement. À l'intérieur, ça sentait la poussière, le vieux bois et autre chose encore, des herbes peut-être. Clara franchit le seuil et s'immobilisa. La pièce était petite, mais accueillante malgré l'abandon. Murs en rondins, plafond bas, fenêtres avec des rideaux de dentelle jaunis par le temps. Un poêle dans le coin, blanchi à la chaux, avec une trappe décorée. Une table près de la fenêtre, couverte d'une nappe brodée. Sur la table, des photos encadrées. Clara s'approcha et regarda de plus près. Sur l'une, un homme âgé au visage bienveillant, chemise au col ouvert, la maison derrière lui. Sans doute le grand-père d'Armand. Sur une autre,
Une jeune femme tenant un enfant dans ses bras. Belle, blonde, souriante. La mère? Sur la troisième, 2 enfants, un garçon d'une dizaine d'années et une fillette plus jeune. Le garçon sérieux, renfrogné, la fillette capricieuse, lèvres boudeuses. Armand et Valérie. Clara resta longtemps devant cette photo, essayant de comprendre comment ses enfants étaient devenus un vagabond et une prédatrice. Qu'était-il arrivé à cette famille? Elle passa dans l'autre pièce. La chambre. Un lit en fer avec sommier métallique, une vieille armoire, une commode. Sur la commode, une icône dans un coin, des fleurs séchées dans un petit vase. Tout était couvert de poussière, mais intact, non pillé. Comme si les propriétaires étaient partis la veille et allaient revenir d'un moment à l'autre. Clara ouvrit l'armoire. Des vêtements d'hommes y pendaient, vestes, chemises, pulls. L'odeur de naphtaline et de vieillesse. Sur l'étagère du haut, des boîtes contenant des papiers. Elle en prit une et l'ouvrit. Des lettres. Beaucoup de lettres, liées avec une ficelle. Clara défit la première liasse, sortit l'enveloppe du dessus. Tampon postal, 1993. Adresse de l'expéditeur, un sanatorium en Bavière. Elle déplia la lettre et se mit à lire. Grand-père chéri, s'il te plaît, emmène-moi d'ici. Je me sens mal ici. Ils disent que je suis malade, mais je ne suis pas malade. Je vois seulement ce que les autres ne voient pas. Valérie leur a dit que j'étais dangereux, mais je n'ai fait de mal à personne, tu le sais. S'il te plaît, viens me chercher. Ton Armand. Clara déglutit. Voilà donc comment cela s'était passé. La sœur avait fait interner son frère. En 1993, il avait 25 ans. Elle lut d'autres lettres, la même chose, des supplications, des plaintes, de l'espoir. Chaque année, les lettres devenaient plus courtes, plus hachées. La dernière datait de 1998. 3 lignes. Grand-père, je me suis enfui. Je viendrai chez toi. Attends-moi. Visiblement, le grand-père avait attendu. Et le petit-fils était venu. Ils avaient vécu ici ensemble, le vieil homme et son petit-fils perdu, jusqu'à la mort du grand-père. Puis Armand était redevenu un vagabond, sans papier, sans argent, sans espoir. Et il était mort sur une table d'opération, serrant dans son poing la clé du seul endroit où il avait été aimé. Clara s'assit sur le lit et se mit à pleurer. Elle ne savait pas pourquoi elle pleurait. Par pitié pour cet homme qu'elle n'avait jamais connu, par fatigue, ou parce que le monde s'était révélé encore plus injuste qu'elle ne l'imaginait. Elle pleurait, les larmes tombaient sur le vieux couvre-lit brodé, le crépuscule s'épaississait dehors, et le village était si silencieux que la vie semblait s'y être arrêtée depuis des années. Le matin, elle se réveilla frigorifiée. Le poêle n'était pas allumé, l'air humide et glacial emplissait la maison. Clara se leva, s'étira, sortit sur le perron. Le soleil se levait au-dessus de la forêt, le brouillard s'étendait dans la vallée, un coq chantait quelque part. Elle resta un moment, inspira l'air frais, puis rentra. Il fallait décider quoi faire ensuite. La maison appartenait à Armand selon le testament de son grand-père. Mais Armand était mort. Et il n'avait apparemment pas d'héritier, à part sa sœur. Cette même Valérie qui l'avait fait enfermer et qui cherchait maintenant de prétendues valeurs. Clara réfléchit. Si Valérie apprenait l'existence de cette maison, du testament, elle prendrait tout. Elle vendrait, raserait, et il ne resterait rien de cet endroit où Armand avait été heureux. Il ne fallait pas laisser faire. Mais comment? Elle sortit les documents et relut encore le testament. Manuscrit, avec le sceau de la mairie rurale. Était-ce juridiquement valable? Il fallait montrer cela à un juriste. Elle vérifia son téléphone, toujours pas de réseau. Il faudrait retourner au chef-lieu, chercher un notaire. Mais d'abord, examiner ce qu'il y avait dans la maison. Pourquoi Valérie était-elle si certaine que son frère possédait quelque chose de précieux? Peut-être que quelque chose d'important était caché ici. Clara passa toute la journée à fouiller. Elle vida toutes les boîtes de l'armoire, vieilles lettres, reçus, photos. Trouva les cahiers d'école d'Armand, avec une écriture enfantine soignée. Trouva le journal du grand-père, des notes ménagères, récoltes, météo. Rien de précieux. Elle tapa sur les murs, vérifia les planches du plancher. À un endroit, sous le lit, une planche se soulevait.
Il y avait un vide, mais vide, sans cachette. Elle inspecta le poêle, regarda dans la cave. Dans la cave, il faisait sombre, ça sentait la terre et l'humidité. Clara éclaira avec la lampe de son téléphone, des bocaux de conserve, des sacs, des outils. Rien. Elle était presque prête à abandonner quand son regard se posa sur le grenier. Une trappe en bois dans le plafond de l'entrée, gainée de tôle. Elle trouva une échelle, la plaça et monta. Au grenier, l'air était étouffant et poussiéreux. La lumière passait par les interstices du toit. Sous ses pieds, un vieux bric-à-brac, un rouet cassé, un samovar rouillé, des coffres. Clara ouvrit le premier coffre, des chiffons, des mites, l'odeur de naphtaline. Le deuxième, de vieux livres, des magazines des années 80. Le troisième, elle se figea. Dans le troisième coffre, sous une pile de serviettes usées, se trouvait un coffret. En bois, sculpté, beau. Clara le sortit et souleva le couvercle. À l'intérieur, des papiers. Pas des lettres, non. Des documents. Des documents officiels avec des sceaux et des signatures. Elle se mit à lire, et plus elle lisait, plus ses yeux s'ouvraient. C'était l'histoire de la famille Gladish-Gromont. La véritable histoire, pas celle que Valérie racontait aux journalistes. Le père d'Armand et de Valérie, Peter Gladish le jeune, était mort prématurément dans un accident de voiture, laissant 2 enfants et une épouse. 1 an plus tard, la veuve avait épousé un certain Serge Gromont, avait pris son nom et l'avait donné aux enfants. Serge Gromont, homme d'affaires, l'un des premiers entrepreneurs. Il avait adopté les enfants, mais s'était particulièrement attaché à Valérie. Et Armand, lui, ne lui plaisait pas. Les documents contenaient des certificats médicaux, des extraits de dossiers hospitaliers. Armand souffrait d'épilepsie depuis l'enfance, non grave, parfaitement contrôlable. Mais le beau-père avait insisté pour qu'on le déclare irresponsable. En 1991, alors qu'Armand avait 23 ans, il fut interné dans une clinique psychiatrique. Diagnostic, schizophrénie. Motif, les témoignages de la sœur Valérie et du beau-père Serge. Le but était évident. Le grand-père Peter possédait cette maison et les terres alentours, plusieurs hectares de forêt, un accès au lac. Au début des années 90, cela ne valait rien. Mais à la fin des années 2000, énormément. Des terrains pour la construction, des résidences secondaires, des bases de loisirs. Le beau-père Serge mourut en 1999, laissant tout à Valérie. Mais il n'avait pas eu le temps de s'emparer de la maison du grand-père. Le grand-père avait rédigé un testament en faveur de son petit-fils et mourut quelques années plus tard. Et Armand s'était enfui de la clinique et était venu chez son grand-père. Il y avait vécu jusqu'à la mort de celui-ci. Et ensuite, Clara posa les documents et réfléchit. Elle comprenait maintenant pourquoi Valérie voulait tant trouver des valeurs. Le testament. Elle cherchait le testament. Parce que sans lui, elle était l'unique héritière de son frère. Avec le testament, la maison et les terres ne revenaient à personne, puisque Armand n'avait ni enfant ni épouse. Ou bien... Clara sentit un frisson glacé. Ou bien à l'État, ou à celui qui trouverait ce testament et le présenterait devant un tribunal. Elle sortit de sa poche la clé, cette clé en laiton au paneton ouvragé. La clé que le vagabond serrait dans son poing. La clé qu'il avait confiée à elle, une chirurgienne inconnue. Pourquoi elle? Savait-il qu'il allait mourir? Le pressentait-il? Ou croyait-il simplement que quelqu'un, enfin, agirait correctement? Le soir, on frappa à la porte. Clara ouvrit. Sur le seuil se tenait la femme qui lui avait indiqué le chemin. À côté d'elle, un panier couvert d'un torchon. J'ai fait des petits pâtés. Au chou. Je me dis qu'une fille seule dans une maison vide doit avoir faim. Clara sourit, pour la première fois depuis des jours. Vraiment sourit. Merci. Entrez. La femme s'appelait Maria. Elle s'avéra être une ancienne institutrice de l'école du village, fermée 15 ans plus tôt. Elle vivait désormais seule, élevait des poules et une chèvre, et allait parfois au chef-lieu toucher sa pension. Les pâtés étaient délicieux, dorés, à la croûte croustillante. Clara mangeait et écoutait Maria parler du village, des Gladish, d'Armand. C'était un bon garçon, gentil. Étrange, oui,
mais pas méchant. Il aidait son grand-père, travaillait au potager, me saluait toujours, enlevant son chapeau. Je lui prêtais des livres, il aimait lire, surtout de la science-fiction, sur l'espace. Il disait que là-haut, tout est honnête, pas comme ici. Elle soupira. Puis le grand-père est mort et Armand a disparu. On disait qu'il était parti en ville. Et en réalité, dit doucement Clara, il est mort. Il y a quelques jours. À l'hôpital. J'étais son médecin. Maria se signa. Que le royaume des cieux l'accueille. Alors il a fini de souffrir. Elles se turent. Dehors, la nuit tombait, le vent bruissait dans les branches nues du pommier. Et vous, pourquoi êtes-vous venu ? Demanda Maria. Une parente ? Non. Il m'a demandé de trouver cette maison avant de mourir. Tiens donc, il t'a fait confiance. Elle regarda Clara attentivement, avec attention. Tu dois être quelqu'un de bien. Il ne faisait pas confiance aux mauvaises personnes. Il sentait les gens, comme une bête des bois. Tu sais ce qu'il m'a dit un jour ? Il disait que sa sœur était belle comme une pomme bien mûre, mais qu'à l'intérieur, il y avait un ver. Clara esquissa malgré elle un sourire. Une description exacte. Fais attention à elle, poursuivit Maria. Elle est venue ici il y a 5 ans, après la mort du grand-père, en voiture noire, avec un chauffeur. Elle a fait le tour de la cour, regardé dans la maison. Puis, elle est repartie et n'est plus revenue. Mais je sais qu'elle veut cette maison. La terre est devenue chère ici. Je le sais, acquiesça Clara. J'ai le testament du grand-père, en faveur d'Armand. Maria poussa une exclamation. Voilà donc ce qu'elle cherchait. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Clara regarda par la fenêtre la forêt sombre derrière la clôture. Je n'ai pas encore décidé, mais je ne lui donnerai certainement pas. Cette nuit-là, elle rêva d'Armand. Pas du vagabond au visage gris qu'elle avait vu sur la table d'opération, mais du jeune homme des photos. Il se tenait sur le perron de cette maison, la regardait et souriait. « Merci », disait-il. « Tu as trouvé. » Puis il se retourna et entra dans la maison. La porte se referma derrière lui, et Clara comprit qu'il ne reviendrait plus. Elle se réveilla les yeux humides et avec un étrange sentiment de paix. Comme si elle avait reçu une bénédiction. Le matin, elle partit pour le chef-lieu. Le bus arriva à moitié vide. Clara s'installa près de la fenêtre et pensa tout le trajet. Il lui fallait un juriste. Un bon, honnête, qui n'aurait pas peur de s'opposer à la riche et influente Grosmont. Où en trouver un ? Au chef-lieu, peu probable. Il faudrait aller à Innsbruck, voire à Vienne. Mais d'abord consulter. Comprendre s'il y avait des chances. L'étude notariale du chef-lieu se trouvait dans un vieux bâtiment de 2 étages, près de la gare routière. Clara entra, regarda autour d'elle. Derrière le comptoir, une jeune femme d'environ 25 ans, au visage fatigué, avec une tasse de thé. « Bonjour, j'aurais besoin d'une consultation, en matière de succession. » La jeune femme soupira. « Asseyez-vous, le notaire est occupé, comptez une 20aine de minutes d'attente. » Clara s'assit sur une chaise dure et sortit son téléphone. Le réseau était faible, mais présent. Elle ouvrit le moteur de recherche et tapa « Avocat succession Innsbruck ». Plusieurs cabinets apparurent, elle se mit à lire les avis. « Horner et partenaires, des professionnels, nous ont aidés dans une affaire complexe. Avocate Leschinski, honnête, intègre, prend des dossiers difficiles. » Clara enregistra les numéros et continua à faire défiler les résultats. « Frau Weber » lança une voix. Elle leva la tête. Dans l'embrasure du bureau se tenait un homme d'une 40aine d'années, grand, dans une veste froissée. Un notaire, sans doute. « Entrez. » Elle entra dans le bureau, exiguë, encombrée d'armoires pleines de dossiers. S'assit en face du bureau. « Je vous écoute. » Clara exposa brièvement la situation, passant sous silence les détails concernant l'hôpital et son licenciement. « J'ai trouvé des documents et je voudrais éclaircir la question de la succession. » Le notaire écoutait, hochait la tête, notait parfois quelque chose. « Vous avez le testament avec vous ?» Elle lui tendit la feuille jaunie. Il l'examina longuement, observa le cachet.
Intéressant. Ce testament a été rédigé selon les anciennes règles, avant l'entrée en vigueur du nouveau Code civil. Mais il y a le sceau du conseil rural, la signature est certifiée. En principe, il est valable. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la maison et la terre devaient revenir à Armand Gladish. Mais s'il est décédé, la succession légale s'applique. Le parent le plus proche est la sœur. Clara serra les poings. Y a-t-il un moyen d'éviter cela? Le notaire la regarda par-dessus ses lunettes. Tout dépend de votre intérêt. Vous n'êtes pas parente, pas héritière. Juridiquement, vous n'êtes personne. La seule chose que vous puissiez faire est de transmettre les documents au tribunal et de signaler l'existence du testament. Mais cela n'empêchera pas la sœur d'hériter selon la loi. Et si... Clara hésita. Et s'il existe d'autres héritiers? Par exemple, je ne sais pas, un enfant ou une épouse. Le notaire haussa les épaules. Alors c'est différent. Un héritier direct a la priorité. Mais il vous faut des preuves. Clara réfléchit. Un enfant? Une épouse? Armand avait-il quelque chose de ce genre? Dans les documents, rien n'indiquait cela. Ou bien si, mais elle ne l'avait pas remarqué. Elle rentra au village dans la soirée. Maria l'attendait au portail, avec du lait et du pain frais. « Alors » demanda-t-elle. « Tout est compliqué, » soupira Clara. « S'il n'y a pas d'autres héritiers, la maison reviendra à la sœur. » Quelle vipère, celle-là, secoua la tête Maria. « Écoute, va parler à Martin. Il a été gardien ici, il sait tout sur tout le monde. Peut-être qu'il te dira quelque chose. » Martin? Oui, là-bas, 3 maisons plus loin. Une petite bicoque toute de travers. Lui aussi est tout de travers, mais il a la tête claire. Il a 90 ans, mais une mémoire comme un jeune. Martin se révéla être un petit vieillard sec, aux yeux malicieux, avec une barbe lui arrivant à la poitrine. Il vivait seul dans une minuscule maison encombrée de toutes sortes de bricoles, des samovars au poste de radio cassé. Quand Clara expliqua pourquoi elle était venue, il resta longtemps silencieux, mâchonnant ses lèvres. Puis il demanda « Alors, Armand est mort ?»« Oui, il y a quelques jours. »« Dommage pour le garçon, il était bien. Pas comme les autres, mais bien. » Il se tut encore un moment. « Tu demandes s'il avait une famille ? Il en avait une fille. Il y a longtemps, avant qu'on ne l'enferme à l'asile. » Clara se raidit. « Quelle fille ? » Une étrangère, de la ville. Elle était ici l'été, en stage ou quelque chose comme ça. Elle et Armand se sont rapprochés. Elle était belle, rousse, puis elle est repartie, et voilà. Et 1 mois plus tard, on l'a emmenée. Et elle n'est jamais revenue. Jamais revenue? Ah. Martin plissa les yeux. Attends, elle a envoyé une lettre. Au grand-père. 2 ans après qu'Armand a été emmené. Je travaillais comme facteur à l'époque, c'est moi qui l'ai portée. Une enveloppe rose, qui sentait le parfum. Le grand-père l'a lue et s'est mis à pleurer. Je lui ai demandé ce qui se passait. Et il m'a dit « J'ai une arrière-petite-fille, la fille d'Armand. » Le cœur de Clara se mit à battre plus vite. « Une petite fille? Et où est-elle? » « Comment veux-tu que je sache? Le grand-père est mort, Armand a disparu. Plus personne n'a jamais entendu parler d'elle. » « Et la lettre, elle a été conservée? » Martin haussa les épaules. « Peut-être bien. Il y a plein de choses qui sont restées dans la maison. Cherche. » Le grand-père ne jetait rien. Clara retourna à la maison des Gladish à la nuit tombée. Elle alluma une lampe à pétrole, il n'y avait pas d'électricité, et se mit à chercher. Elle passa en revue toutes les lettres, tous les papiers, rien. Puis, elle se souvint du grenier, des coffres. Elle monta avec la lampe, risquant de mettre le feu à toute la maison. Elle fouilla de nouveau les vieux vêtements. Et tout au fond, sous une pile de journaux anciens, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une enveloppe rose, presque décolorée jusqu'au blanc. Adresse de l'expéditeur, Graz. Nom de l'expéditrice, Marina Kuzner. Elle redescendit, s'assit à table et ouvrit l'enveloppe. La lettre était courte. « Cher Peter, vous ne me connaissez pas, mais j'ai connu votre petit-fils Armand.
Nous nous sommes fréquentés à l'été 1991, lorsque je faisais un stage dans votre région. Je l'aimais, et je l'aime toujours. Je sais ce qui lui est arrivé, et cela me fait très mal. Je veux que vous sachiez, nous avons eu une fille. Je l'ai appelée Paulina. Elle ressemble à son père. Elle est aussi blonde et a les mêmes yeux. J'aimerais que vous la connaissiez, qu'elle connaisse son arrière-grand-père. Mais je comprendrai si vous ne le souhaitez pas. Pardonnez-moi pour tout. Marina. Clara relut la lettre 3 fois. Une fille. Armand avait une fille. Plus exactement, il en avait eu une. Elle devait avoir aujourd'hui environ 30 ans. Si elle était en vie, si on pouvait la retrouver, elle était l'héritière légale. Elle avait droit à cette maison, à cette terre. Et Valérie ne pourrait rien y faire. Mais comment la trouver? Plus de 30 ans avaient passé. Les gens déménagent, changent de nom, se perdent. Et pourtant, il fallait essayer. Le lendemain, Clara partit pour Innsbruck. Elle avait besoin d'Internet, de réseau, de la possibilité de chercher. Elle loua une chambre dans un hôtel bon marché et se mit au travail sur son ordinateur. Marina Kuzner, Graz. Elle fouilla les réseaux sociaux, les bases de données, les forums. Il y avait des dizaines de Marina Kuzner à Graz. Elle leur écrivit à toutes des messages polis et prudents. « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je cherche une femme qui a fait un stage dans le Tyrol en 1991. » La plupart ne répondaient pas. Certaines répondaient, mais ce n'étaient pas les bonnes. L'une écrivit qu'elle connaissait une Marina Kuzner, mais qu'elle était décédée 10 ans plus tôt. Clara demanda les coordonnées de ses proches. Au bout de 3 jours, elle trouva Paulina. Elle vivait à Vienne, travaillait comme designer, n'était pas mariée. Clara resta longtemps à regarder sa photo sur un réseau social. Blonde, aux yeux gris, avec un sourire calme. Elle ressemblait à Armand, le jeune homme des photos. Clara tapa un message, l'effaça, le retapa. Comment expliquer? Comment dire à une inconnue que son père, qu'elle n'avait jamais connu, était mort sur une table d'opération et qu'elle était héritière d'une maison dans un village oublié de Dieu? Elle écrivit simplement « Bonjour Paulina, je m'appelle Clara, j'ai besoin de vous parler de votre père. C'est important. » La réponse arriva le lendemain. « Mon père est mort avant ma naissance. C'est ce que ma mère m'a dit. Qui êtes-vous » Clara répondit « Votre père était en vie jusqu'à récemment. J'étais son médecin. S'il vous plaît, rencontrons-nous. Je vous expliquerai tout. » Un long silence. Puis, un accord. Elles se rencontrèrent dans un café viennois 2 jours plus tard. Paulina était exactement comme Clara l'avait imaginé. Calme, un peu méfiante, avec un regard attentif. Elle écoutait en silence, demandait parfois de répéter, parfois hochait la tête. Quand Clara eut terminé son récit, Paulina resta longtemps silencieuse. Puis elle dit « Maman me racontait que papa était quelqu'un de spécial, qu'il voyait le monde autrement que les autres. Elle l'aimait, mais elle pensait qu'il était mort. C'est ce qu'on lui avait dit. » Sa sœur Valérie? Oui, elle est venue voir maman quand j'étais petite. Elle a dit que son frère était mort, un accident. Maman a pleuré pendant plusieurs jours. Et puis, Paulina soupira. Nous avons déménagé, et maman n'a plus jamais parlé de lui. Seulement parfois, elle regardait mes photos et souriait d'un air triste. Clara sortit de son sac l'enveloppe contenant les documents. Voici le testament de votre arrière-grand-père, en faveur de votre père. Et maintenant, en votre faveur. Vous êtes l'unique héritière légale. La maison, la terre, tout cela vous appartient de droit. Paulina regardait les documents sans les toucher. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez pas. Cela ne vous concerne pas. Pourquoi » Clara réfléchit. Comment expliquer? « Votre père me tenait la main avant de mourir, » dit-elle enfin. « Il m'a demandé de trouver la maison. Il m'a confié la clé. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il n'y avait plus personne d'autre. Mais je ne pouvais pas le trahir. Je ne pouvais pas laisser tout cela revenir à celle qui a détruit sa vie. » Paulina prit les documents, les feuilleta. Puis,
Elle leva les yeux vers Clara et sourit soudain. Merci, j'irai là-bas. Je veux voir cette maison. Elles partirent ensemble le lendemain dans la voiture de Paulina. Le trajet dura 4 heures. Elles parlèrent presque sans s'arrêter. Paulina racontait sa vie, son travail, sa mère, son existence. Comment elle avait toujours ressenti un vide à la place de son père, comment elle cherchait ses traits dans son propre reflet. Maman disait « Tu es tout à lui », les yeux, les mains, cette manière de réfléchir. Parfois, je surprenais son regard et je comprenais. Elle ne me regardait pas. Elle le regardait, à travers moi. Clara écoutait et pensait à l'étrangeté de la vie. Une semaine plus tôt, elle était une chirurgienne avec une carrière, un appartement, des projets. Maintenant, elle était au chômage, entraînée dans un drame familial étranger, roulant vers un village oublié, avec la fille d'un vagabond décédé. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle faisait quelque chose de juste. Le village les accueillit sous un soleil d'automne. Maria accourut à leur rencontre, s'exclama « Je voyais une voiture arriver. Je pensais que cette vipère était revenue. Et c'est vous, et une jeune femme avec vous. Qu'elle est belle !» Elle examina Paulina et s'exclama « Mon Dieu, c'est le portrait craché d'Armand. La petite fille, c'est ça ?»« La fille, » corrigea Clara. Maria se signa. « Des miracles. Allons, allons dans la maison. J'ai un peu rangé pendant votre absence, et j'ai allumé le poêle, il fera chaud ce soir. » Paulina resta sur le perron, regardant la maison. Son visage était étrange, à la fois triste et lumineux. « Donc c'est ici qu'il vivait, » murmura-t-elle. « Mon papa et mon arrière-grand-père. » Elle poussa la porte et entra. Clara resta dehors. Ce n'était pas son moment. Quelques minutes plus tard, Paulina ressortit, les yeux brillants de larmes, mais souriante. « Il y a ces photos, petit et adulte. Je ne l'avais jamais vu, vous comprenez? Seulement la description de maman. Et maintenant, je le vois. » Le soir, elles étaient assises toutes les trois, Clara, Paulina et Maria, autour de la table dans la maison des Gladish. Le poêle crépitait. Sur la table, il y avait du thé, de la confiture, ces mêmes petits pâtés aux choux. Maria racontait le village, le passé, le grand-père Peter et Armand. Paulina écoutait, buvait chaque mot. « Il était vraiment quelqu'un de bien ?» demanda-t-elle. « Gentil ? Pas de ce monde, c'est vrai, mais gentil. Il nourrissait les oiseaux, apprivoisait les chats. Les enfants l'aimaient, il leur racontait des histoires comme on n'en lit nulle part. Il les inventait lui-même. » Paulina hocha la tête. Maman disait, c'était un poète. Il n'écrivait pas de poèmes, mais il pensait comme un poète. Clara la regardait et pensait, voilà la continuité. Armand n'avait pas disparu complètement. Une partie de lui vivait dans cette femme et continuerait à vivre. Le lendemain, Valérie arriva. Un SUV noir entra dans le village vers midi. Clara le vit par la fenêtre et comprit aussitôt. C'était elle. Son cœur se mit à battre plus vite, mais elle n'avait pas peur. Seulement une détermination froide. Elle sortit sur le perron, se posta, les bras croisés sur la poitrine. Valérie descendit de la voiture dans un manteau coûteux, sur des talons totalement inadaptés à la boue du village. Derrière elle, le chauffeur, un colosse au cou de taureau. « Alors, dit Valérie en détaillant Clara du regard. « La fameuse doctoresse. Je me doutais bien que vous aviez volé quelque chose. Je n'ai rien volé. Et la clé? Les documents? Tout cela est la propriété de ma famille. De votre famille? » Clara sourit ironiquement. « De celle que vous avez fait enfermer en psychiatrie et laisser mourir dans la rue? » Valérie tressaillit, mais se ressaisit aussitôt. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mon frère était malade. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai des documents, des certificats médicaux, des comptes rendus, tous avec votre signature et celle de votre beau-père. L'épilepsie n'est pas la schizophrénie. Il était sain d'esprit. Vous l'avez fait enfermer pour vous emparer de l'héritage. » Valérie pâlit. « C'est un mensonge. Et même si ce n'en est pas un, quelle importance? Mon frère est mort. Il n'a pas d'héritier. Cette maison est à moi, selon la loi. » « Pas à vous.
dit une voix derrière Clara. Paulina sortit sur le perron. Valérie la fixa, et pendant un instant, la peur passa dans ses yeux. Elle reconnut ce visage. Les mêmes traits, les mêmes yeux. Qui est-ce? Paulina Kuzner, la fille de votre frère, l'héritière légale. Un silence s'installa, puis Valérie éclata d'un rire sec et nerveux. Une fille? Quelle fille? Armand n'a jamais eu d'enfant. Si, dit calmement Paulina. Ma mère est Marina Kuzner. Elle aimait votre frère. Et elle m'a donné naissance. J'ai un acte de naissance portant son nom. Et on peut faire un test ADN si vous voulez. C'est un faux. Une escroquerie. C'est la vérité. Paulina descendit du perron et s'approcha très près de Valérie. Celle-ci recula. Vous avez tout volé à mon père. Sa santé, sa liberté, sa vie. Vous m'avez volé la possibilité de le connaître. Vous avez menti à ma mère, mais vous ne me volerez pas cette maison. C'est la seule chose qui lui reste, et elle est à moi. Valérie resta là, ouvrant et refermant la bouche comme un poisson. Puis elle se tourna vers le chauffeur. « On s'en va », lança-t-elle. Elle monta dans la voiture et claqua la portière. Le SUV fit demi-tour et repartit en éclaboussant la boue. Paulina le regarda s'éloigner. Puis elle se tourna vers Clara et sourit. « Ça a marché ?»« Oui », acquiesça Clara. Et soudain, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Pas de tristesse, de soulagement. Bien sûr, ce n'était pas la fin. Valérie porta l'affaire en justice, comme elle l'avait promis. Elle engagea des avocats coûteux, tenta de contester la filiation, de faire annuler le testament. La procédure dura presque 1 an. Clara aida comme elle le pouvait. Elle chercha des documents, témoigna, parcourut les administrations. L'avocate Leschinski, celle d'Innsbruck, se révéla exactement telle que les avis la décrivaient. Honnête, tenace, n'ayant pas peur des adversaires puissants. Elle s'accrocha à l'affaire comme un bulldog et ne lâcha rien. Finalement, l'expertise confirma la filiation. Le test ADN fut comparé à des échantillons provenant de l'hôpital, à des tissus d'Armand conservés après l'opération. Paulina était bien sa fille. Le testament fut reconnu valable. La maison et la terre lui revinrent. Valérie perdit. On dit qu'elle perdit beaucoup d'argent en honoraires d'avocat et en frais de justice. On dit que son entreprise vacilla. Des journalistes déterrèrent l'histoire avec son frère, et la réputation de la bienfaitrice fut sérieusement ternie. Clara ne suivait pas cela de près. Elle avait sa propre vie. Après le procès, Paulina lui proposa un travail. Il s'avéra que les terres autour de la maison valaient effectivement beaucoup d'argent. Paulina en vendit une partie, celle près du lac, pour la construction d'un centre de loisirs. Avec l'argent obtenu, elle rénova la maison, y fit installer l'électricité et le gaz. Et y ouvrit une petite pension pour personnes âgées, celles qui n'avaient nulle part où aller, que leurs proches avaient oubliées. « En mémoire de mon père, dit-elle, il a été sans domicile toute sa vie, que grâce à lui, au moins quelques personnes trouvent un foyer. » Elle proposa à Clara de devenir la médecin de la pension. Clara accepta. Désormais, elle vit à Weidenbach, dans cette même maison aux encadrements bleus. Paulina lui a cédé le pavillon annexe, accolé au bâtiment principal. Le matin, Clara se réveille au chant du coq et à l'odeur de la pâtisserie fraîche. Maria fait du pain pour toute la pension. Le jour, elle examine les pensionnaires, veille sur leur santé, discute avec eux. Le soir, elle s'assoit sur le perron, regarde le soleil se coucher derrière la forêt et pense à l'étrangeté de tout ce qui est arrivé. Parfois, sa mère vient lui rendre visite, avec des tourtes, bien sûr. Parfois, Thomas appelle, demande comment elle va, parle de sa fille. La vie continue. Un jour, en plein hiver, Paulina vint la voir. Elles étaient assises dans la petite cuisine du pavillon, buvaient du thé avec de la confiture de myrtille locale. Dehors, la neige tombait, recouvrant le village d'une couverture blanche et moelleuse. « Je pense à papa », dit Paulina. « Souvent. À ce qu'il était. À ce qu'il dirait s'il voyait tout cela. »« Il serait heureux, » répondit Clara. « Comment le sais-tu » Clara resta silencieuse un moment. « Je ne sais pas. Je le sens simplement.
Il m'a demandé de trouver la maison, et la maison a été trouvée. Pas pour lui, mais pour toi, pour ces gens. Peut-être que c'est cela qu'il voulait dire. Paulina hocha la tête. Peut-être. Tu sais, maman m'a dit quelque chose avant de mourir. Elle m'a dit, ton père croyait que le bien revient toujours, que le monde est juste, simplement nous ne le voyons pas toujours. À l'époque, je n'ai pas compris, et maintenant, il me semble que si. Elles se turent. Dehors, la neige continuait de tomber. Quelque part dans la pension, les vieux riaient. Maria leur apprenait à jouer au loto. La cuisine sentait la cannelle et les pommes. Clara sentit quelque chose se relâcher en elle. La dernière tension, le dernier nœud qu'elle portait depuis ce jour-là, au bloc opératoire. « Merci, » dit soudain Paulina. « De quoi ? » ?»« De tout. Pour papa, pour la maison, pour ne pas être passé à côté. » Clara sourit. Je ne pouvais pas passer à côté. Il tenait ma main. Dans la poche de sa blouse se trouve toujours cette même clé. En laiton, avec un panneton ouvragé. La serrure de la maison a été changée depuis longtemps. La clé n'ouvre plus rien. Mais Clara la garde sur elle, comme un rappel. D'un homme qu'elle n'a connu qu'une minute. De la confiance qu'il lui a accordée. Du fait que parfois la vie nous met sur le chemin de ceux que nous devions rencontrer. Et que si nous ne passons pas à côté, tout peut changer. Pour tout le monde. Dans la chambre de Paulina, dans cette même maison aux encadrements bleus, une photo est accrochée au mur. Armand, jeune, souriant, vivant. À côté de lui, son grand-père, sa mère, sa petite sœur. Une famille qui n'existe plus. Mais sous cette photo, une autre. Paulina sur le perron de la pension, entourée de personnes âgées, d'enfants du village voisin, Maria avec un plateau de pâté, Clara avec une tasse de thé à la main. Une nouvelle famille, une nouvelle maison, le même amour. Parfois, la nuit, Clara sort sur le perron et regarde les étoiles. Le ciel au-dessus de Weidenbach est noir et profond, pas comme en ville. Des milliers, des millions d'étoiles. Elle reste là et pense qu'il se peut que, là-haut, tout soit réellement juste. Comme le croyait Armand. Comme le croyait sa mère. Comme elle le croit désormais elle-même. Le vent bruisse dans les branches du vieux pommier. La lumière est allumée dans la maison. Ça sent la fumée du poêle et le pain frais. Tout va bien. Clara rentra dans la maison, ajouta du bois dans le poêle. Le feu crépita en lançant des étincelles. Elle s'assit dans le vieux fauteuil près de la fenêtre, celui-là même où, selon Maria, le grand-père Peter aimait s'asseoir. Le fauteuil était affaissé, la garniture usée, mais confortable. On y réfléchissait bien. Et il y avait de quoi réfléchir. Ils avaient gagné le procès, c'était vrai. Mais Valérie n'avait pas l'intention d'abandonner. Un mois après la décision du tribunal, des gens arrivèrent au village, se présentèrent comme des investisseurs et proposèrent à Paulina d'acheter les terres. Le prix était bon, même trop bon. Paulina refusa. Alors les étrangetés commencèrent. À la pension, l'électricité fut coupée, prétendument pour des impayés, alors que toutes les factures avaient été réglées. Puis surgirent des problèmes avec les documents fonciers, des inexactitudes cadastrales qu'il fallait corriger pendant des mois. Ensuite, l'inspection sanitaire locale décida soudain de mener un contrôle inopiné et trouva une multitude d'infractions, fictives, inventées, mais exigeant des corrections. Clara comprenait, c'était Valérie. Elle ne pouvait pas reprendre la maison directement, mais elle pouvait empoisonner la vie. Faire en sorte que gérer la pension devienne impossible, que Paulina finisse par céder et vendre. Nous y arriverons, disait Paulina, mais Clara voyait qu'elle était épuisée. Les déplacements incessants au chef-lieu, les papiers, les plaintes, les tribunaux, tout cela l'éreintait, et surtout, cela lui volait le temps et les forces nécessaires au vrai travail, aux gens qui vivaient dans la pension et dépendaient d'elle. Clara regardait ces vieillards, seuls, oubliés, inutiles aux yeux de tous, et pensait à la facilité avec laquelle on peut briser une vie. Il suffit d'argent et de volonté. Mais elle n'avait aucune intention de renoncer, pas après avoir parcouru tout ce chemin. Un soir, en classant une nouvelle liasse de documents, Clara tomba sur un nom qui lui sembla familier.
Serge Grosmont, le beau-père d'Armand et de Valérie. Ce même homme d'affaires mort en 1999. Dans les papiers de la cassette, il y avait quelque chose à son sujet, des documents qu'elle avait alors parcourus trop rapidement, concentrés sur l'histoire d'Armand. Cette fois, elle les ressortit et se mit à les lire attentivement. Serge Grosmont se révéla être un personnage intéressant. À la fin des années 80, il possédait plusieurs entreprises, commerçait dans tout et n'importe quoi. Au début des années 90, il se tourna vers l'immobilier et la pharmacie. La chaîne de pharmacie Jason Plus, celle-là même qui appartenait désormais à Valérie, avait été fondée par lui en 1993. Mais parmi les documents, Clara trouva autre chose encore. Un vieux contrat, daté de 1991. Un contrat de partenariat entre Serge Grosmont et un certain Victor Lapin. Selon ce contrat, ils investissaient ensemble dans l'achat de plusieurs parcelles de terrain au Tyrol, notamment dans la région du village de Weidenbach. Parts égales, 50-50. Clara relut le contrat 3 fois. S'il était valide, la moitié des terres n'appartenait pas au Grosmont, mais à ce Lapin, ou à ses héritiers. Elle se mit à chercher. Victor Lapin, homme d'affaires, années 90. Les informations étaient rares. Internet n'en était qu'à ses débuts. Les archives n'étaient que partiellement numérisées. Mais quelque chose finit par émerger. Victor Lapin était mort en 1994 dans un accident de voiture, étrangement semblable à celui où avait péri le père d'Armand et de Valérie. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. 2 partenaires, tous 2 morts dans des accidents automobiles. Une coïncidence? Peu probable. Lapin avait laissé une épouse et un fils. L'épouse était décédée dans les années 2000, le fils, Andreas Lapin, vivait à Vienne. Clara trouva ses coordonnées et lui écrivit. La réponse arriva 1 semaine plus tard. Andreas Lapin était un homme d'une 50aine d'années, juriste de formation, et il se montra très intéressé par sa lettre. Ils se rencontrèrent à Vienne, dans un café près de son bureau. Andreas ressemblait à son père, Clara avait vu sa photo sur Internet. Même carrure solide, même regard attentif. Il écouta son histoire en silence, sans l'interrompre. Puis il dit « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de louche dans la mort de mon père. L'accident était étrange, sur une route vide, par beau temps. La voiture a simplement quitté la chaussée. Aucun témoin. Vous avez essayé d'enquêter? J'ai essayé. Dans les années 90, c'était inutile. Et puis, il écarta les mains. La vie a pris le dessus. Ma mère était malade, je travaillais, j'élevais une famille. Je n'avais pas le temps. Mais je me souviens. Maman disait que peu avant sa mort, mon père s'était disputé avec son partenaire, avec Grosmont. À propos d'argent, de terre. Mon père voulait se retirer des affaires et récupérer sa part. Et ensuite, l'accident. Clara lui tendit une copie du contrat. Andreas lut longtemps, attentivement. Puis il leva les yeux. Si ce contrat est valable, ma famille a droit à la moitié de ses terres. Grosmont se les est appropriées illégalement. Êtes-vous prêt à aller en justice? Il resta silencieux. Je suis juriste. Je sais comment cela fonctionne. Les procès, ce sont des années, de l'argent, des nerfs, et Grosmont n'est pas un adversaire facile. Je le sais. Mais si nous nous unissons, nous avons plus de chance. J'ai des documents, des témoins, une histoire. Vous avez des droits légaux. Ensemble, nous pouvons l'arrêter. Andreas la regarda longuement, avec attention. Puis il hocha la tête. Je vais réfléchir. Donnez-moi 1 semaine. 1 semaine plus tard, il appela et dit « D'accord ». Une nouvelle bataille judiciaire commença. Mais cette fois, ils avaient un avantage. L'effet de surprise. Valérie ignorait l'existence du contrat avec Lapin. Elle pensait que toutes les traces étaient effacées, que tous les témoins se taisaient. Et voilà que surgissait l'héritier du partenaire qu'elle croyait oublié depuis longtemps, avec des documents, des revendications et la volonté d'aller au fond de la vérité. L'avocate Leschinski s'empara de l'affaire avec un enthousiasme redoublé. Ce n'est plus seulement un litige successoral, dit-elle. C'est une histoire de fraude,
Et peut-être de bien pire. Si nous prouvons un lien entre la mort de Lapin et Grosmont, ce sera une toute autre affaire. L'enquête dura près de 2 ans. Clara continua à travailler à la pension, à soigner les personnes âgées, à aider Paulina. La vie suivait son cours, avec de petites joies et de grandes difficultés. Maria lui apprit à faire du pain, du vrai, au levain, dans le four. Martin lui racontait des histoires sur le village. Qui se querellait avec qui aimait qui avait construit quelle maison. Les pensionnaires devinrent presque une famille pour elle. Surtout Peter Nicolaus, ancien professeur de physique, 83 ans, à l'esprit vif et au cœur bon. Il aimait jouer aux échecs et parler du cosmos, exactement comme Armand, selon Maria. Clara se disait que ce n'était peut-être pas un hasard. Peut-être que les âmes semblables se trouvent. Sa mère venait chaque mois. Au début, elle soupirait et se lamentait. « Ma chérie, tu es au fin fond de la campagne, sans carrière, sans mari. Que fais-tu de ta vie ?» Puis elle observa, vit comment Clara souriait, comment ses yeux brillaient, comment les vieillards se tournaient vers elle. Et elle se calma. « Tu es heureuse, » dit-elle un jour. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Clara hocha la tête. « Oui, maman. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je crois. » Sa mère la serra très fort dans ses bras et se mit à pleurer. « Alors tout est juste, ma chérie. » Thomas vint lui aussi, une fois, en été. Il amena sa fille et la présenta à Clara. La petite Mia, 2 ans, bouclée, rieuse, tomba immédiatement amoureuse du village. Elle courait après les poules, caressait la chèvre de Maria, cueillait des marguerites dans le pré. Thomas regardait Clara et secouait la tête. « Je ne te reconnais pas. Tu as changé. » « Changé en mal ? Non, changé en vrai. Avant, tu étais comme une corde trop tendue. Et maintenant, tu as lâché prise. » Ils étaient assis sur le perron, buvaient du thé, regardaient Mia jouer avec le chat de la cour. C'était calme et agréable. « Je suis heureux pour toi, » dit Thomas. « Vraiment heureux. Tu as trouvé ta place. » Clara sourit. « Merci, Thomas. Pour tout. » Le procès contre Valérie Grosmont commença à l'automne, 2 ans après la mort d'Armand. À ce moment-là, Andreas Lapin avait réuni suffisamment de preuves pour ouvrir une procédure pénale. Il s'avéra que l'accident dans lequel son père avait péri avait été provoqué. Un témoin fut retrouvé, un ancien mécanicien d'un garage automobile qui, à l'époque, en 1994, avait saboté le système de freinage de la voiture de Lapin sur ordre d'un client inconnu. Le mécanicien était resté silencieux pendant 30 ans, par peur. Mais désormais, à plus de 70 ans, n'ayant plus rien à perdre, il décida de dire la vérité. « La conscience me rongeait », expliqua-t-il à l'enquêteur. « J'ai vécu avec ça toute ma vie. Ça suffit. » Valérie fut arrêtée dans sa propre maison, un manoir avec vue sur les montagnes. Clara vit cela à la télévision. Les caméras filmaient la façon dont on la menait menottée, comment elle criait quelque chose à ses avocats, comment son visage soigné, entretenu, se déformait de rage et de peur. Clara regardait et ne ressentait rien. Ni jubilation, ni satisfaction. Seulement de la fatigue et du soulagement. L'enquête dura encore 1 an. Beaucoup de choses furent révélées. Serge Grosmont, le beau-père d'Armand et de Valérie, avait effectivement organisé l'assassinat de son partenaire Lapin. Puis, 5 ans plus tard, il était mort lui-même, également dans un accident de voiture. Ironie du sort ou vengeance de quelqu'un, l'enquête ne le détermina pas. À ce moment-là, Valérie dirigeait déjà l'entreprise familiale et poursuivait l'œuvre de son beau-père, s'approprier le bien d'autrui, éliminer les concurrents, faire disparaître les traces. Armand était pour elle un obstacle, un héritier potentiel pouvant prétendre à une part. C'est pourquoi elle l'avait fait interner, en falsifiant des documents. C'est pourquoi elle avait dit à sa compagne qu'il était mort. C'est pourquoi, pendant 30 ans, elle avait tout fait pour l'effacer de l'histoire familiale. Le tribunal condamna Valérie à 12 ans de prison. Pour fraude, falsification de documents et complicité dans l'assassinat de Victor Lapin. Aucune preuve directe ne permit d'établir sa responsabilité dans la mort de son beau-père.
Mais les enquêteurs étaient convaincus qu'elle en savait au moins quelque chose. Peut-être même qu'elle l'avait organisé. Tel père, telle fille. Belle à l'extérieur, vermoulue à l'intérieur. Clara n'assista pas au prononcé du verdict. Elle resta à Weidenbach. La journée avait été difficile. L'un des pensionnaires avait fait un malaise. Il avait fallu appeler une ambulance et l'accompagner au chef-lieu. Un travail ordinaire, des soucis ordinaires. Elle apprit la nouvelle du verdict le soir par Paulina, qui appela de Vienne. « Tout est fini », dit Paulina. Sa voix était étrange, à la fois joyeuse et triste. Elle a eu ce qu'elle méritait. « Et toi, comment tu te sens ?» demanda Clara. « Je ne sais pas. Je pensais que je serais heureuse. Et je ne ressens que du vide. Tant d'années où elle nous a empoisonné la vie. Et maintenant, elle n'est plus là. Et ce n'est pas plus facile. »« Ça viendra, » dit Clara. « Pas tout de suite, mais ça viendra. Crois-moi. » Paulina arriva à Weidenbach une semaine plus tard. Amaigrie, avec des cernes sous les yeux, mais calme. Elles étaient assises sur le perron, regardèrent le coucher du soleil. Octobre, encore une fois, exactement 3 ans après le jour où Armand était mort sur la table d'opération. « Je pense à lui, » dit Paulina. « À papa. Il n'a jamais su qu'il avait une fille, qu'on se souvenait de lui, que la justice avait triomphé. »« Peut-être qu'il l'a su, » répondit doucement Clara. « Qui sait ce qu'il y a, de l'autre côté ?» Paulina secoua la tête. « Je ne crois pas en l'au-delà, mais j'ai envie de croire qu'il est présent d'une certaine façon. Ici, dans cette maison, dans cet air, en nous. » Clara pensa à la clé qui reposait encore dans la poche de sa blouse, à la main qui avait serré la sienne dans la dernière minute de sa vie, à la confiance accordée à une inconnue, simplement parce qu'elle se trouvait là. « Il est présent, » dit-elle. « Je le sens. » L'hiver de cette année-là fut neigeux. Le village fut enseveli jusqu'au toit, les routes étaient rarement déneigées, les bus circulaient un coup sur 2. Mais dans la pension, il faisait chaud et bon. Les poêles fonctionnaient sans faillir, Maria faisait des tourtes chaque jour, les pensionnaires jouaient au loto et se racontèrent des histoires. Pour le nouvel an, ils organisèrent une fête, avec un sapin, des cadeaux, des décorations faites maison. Des enfants du village voisin arrivèrent, une quinzaine, de 5 à 12 ans. Ils chantaient, récitaient des poèmes, tournaient en ronde autour du sapin. Les vieux pleurèrent d'émotion. Clara les regardait, ses visages ridés illuminés de bonheur, ses enfants hurlant de joie, et pensait que tout ce chemin en avait valu la peine. Après la fête, Peter Nikolaus, l'ancien professeur de physique, vint vers elle. « Clara, » dit-il, « je voulais vous remercier. »« Pourquoi, Peter Nikolaus ?»« Pour être ici, pour que cette maison existe. Vous savez, j'ai vécu seul pendant de longues années, après la mort de ma femme. 15 ans de solitude. Les enfants loin, les petits-enfants encore plus loin. Je pensais finir mes jours dans un appartement vide, inutile à qui que ce soit. Et puis il y a vous, Paulina, Maria, tous ces gens. Je me sens vivant à nouveau. C'est inestimable. » Clara l'enlaça, frêle, aux cheveux blancs, sentant le tabac et les pastilles à la menthe. « C'est vous qui êtes inestimable, Peter Nikolaus. Vous tous. » Au printemps, une lettre arriva d'Andreas Lapin. Après le procès, il avait obtenu une compensation pour les terres que Valérie s'était appropriées illégalement. Il en fit don en partie à la pension. « Mon père aurait approuvé », écrivait-il. Il disait toujours que l'argent devait servir les gens, pas rester une charge morte, que cet argent aide ceux qui en ont besoin, en mémoire de lui et de votre Armand, 2 hommes que l'on nous a injustement enlevés. Avec cet argent, on construisit une nouvelle aile avec des chambres individuelles, des douches, un petit cabinet médical. Clara obtint enfin un équipement correct, pas comme dans un hôpital de ville, mais suffisant pour des soins de base. Elle pouvait désormais faire des analyses, poser des perfusions, suivre les malades chroniques. La vie à la pension s'améliora. Le bouche à oreille se répandit dans les villages alentours, et de nouveaux pensionnaires affluèrent. Des vieillards seuls, sans endroit où aller. Des couples âgés qui ne voulaient pas mourir entre des murs administratifs.
Des gens avec des histoires, parfois tragiques, parfois drôles, toujours humaines. Clara écoutait ces histoires et les notait, d'abord pour elle-même, puis avec l'idée qu'un jour, elle écrirait un livre. Sur les gens, sur les destins, sur la façon dont la vie nous met en relation. Sur une clé qui n'a pas ouvert une porte, mais tout un monde. En été, une équipe de tournage arriva. La télévision locale préparait un reportage sur la pension. Clara n'aimait pas les caméras, mais Paulina la convainquit. C'est une bonne publicité, ça attirera des sponsors et des bénévoles. La journaliste était jeune, énergique, posait beaucoup de questions. Comment avez-vous décidé d'abandonner une carrière de chirurgienne pour cela ? Demanda-t-elle. Clara réfléchit. Je n'ai pas abandonné. J'ai simplement trouvé une autre application. Avant, je soignais des corps. Maintenant, je soigne des âmes. Et vous savez quoi ? C'est plus important. La journaliste hocha la tête, nota quelque chose. Et c'est vrai que tout a commencé avec un clochard mourant. C'est vrai. Il m'a donné une clé et m'a demandé de trouver la maison. Et vous l'avez trouvée. Clara sourit. Je l'ai trouvée. Mais il s'est avéré que la maison, ce ne sont pas des murs et un toit. La maison, ce sont les gens. Le reportage passa au journal du soir. Après cela, les appels affluèrent, de personnes souhaitant aider, de journalistes d'autres chaînes, de fonctionnaires qui s'intéressèrent soudain à la pension. Clara répondait à tous avec patience, mais sans enthousiasme. Elle ne voulait pas la gloire. Elle voulait le calme, le travail, et la possibilité de faire ce qu'elle jugeait juste. Mais l'attention apporta aussi des bénéfices. Des bénévoles apparurent, de jeunes citadins qui venaient aider le week-end. Des sponsors, modestes, mais réguliers. Un sentiment naquit. Il n'était là pas seul au monde. À l'automne, encore l'automne, le 4e depuis ce jour fatidique, Clara reçut une lettre. Une vraie lettre, sur papier, dans une enveloppe avec un timbre et un cachet. Elle fut surprise. Qui écrivait encore des lettres ? L'adresse de retour indiquait la prison où Valérie était incarcérée. Clara tint longtemps l'enveloppe sans l'ouvrir. Puis, elle se décida. « Clara, » écrivait Valérie, « vous êtes sans doute surprise par cette lettre. Moi-même, je suis surprise d'écrire. Il y a 3 ans, je vous haïssais plus que quiconque. Vous m'avez tout pris, l'argent, la liberté, la réputation. Je rêvais de vengeance. Je faisais des plans pour vous détruire en sortant. Et puis quelque chose a changé. Ici, on a beaucoup de temps pour réfléchir. Trop. J'ai pensé à mon frère, à ce que je lui ai fait, à la personne que j'ai été toute ma vie. Et j'ai eu peur. Pas de la prison, de moi-même, de celle que je suis devenue. Je ne vous demande pas pardon, sachant que je ne le mérite pas. Je veux simplement que vous sachiez. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi vous avez agi ainsi. Pourquoi vous n'avez pas reculé. Vous êtes une bonne personne. J'ai toujours méprisé les bonnes personnes, les croyants faibles. Maintenant, je vois qu'elles sont les plus fortes. Prenez soin de vous, et prenez soin de la maison de mon frère. Il méritait que l'amour y vive. VG. Clara lut la lettre 3 fois, puis la plia et la rangea dans un tiroir. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait, colère, pitié, soulagement. Sans doute tout à la fois. Valérie avait brisé de nombreuses vies, et pourtant, elle était un être humain capable, finalement, de repentir. Clara n'allait pas lui pardonner, ce n'était pas nécessaire, mais elle pouvait accepter ce qui s'était passé, et lâcher prise. L'hiver arriva tôt. Dès novembre, la neige tomba et ne fondit plus. Clara aimait les soirées d'hiver à la pension. Calme, chaleureuse, avec le crépitement du poêle et l'odeur de résine des branches de sapin que Maria suspendait partout. Ces soirs-là, ils se réunissaient dans la grande pièce. Les pensionnaires, Clara, Paulina quand elle venait, les bénévoles, et parlaient. De la vie, du passé, de l'avenir. Peter Nikolaus parlait du cosmos, des étoiles, de son rêve de jeunesse de devenir astronaute. Maria Yvonne, ancienne couturière, se souvenait des robes qu'elle cousait pour les dames riches et d'une fois où un mot imprudent avait failli la perdre. Simon, ancien chauffeur,
racontaient des anecdotes de route et de grands trajets. Chaque histoire était comme une petite vie. Clara écoutait et pensait à tout ce qu'un être humain peut contenir. Combien de joie, de douleur, d'amour, de désillusion. Et combien il est important que quelqu'un écoute, que rien ne se perde dans le vide. À l'approche du Nouvel An, l'inattendu se produisit. Thomas appela Clara. « Clara, dit-il, la voix étrange. Léna et moi, nous divorçons. » Clara ne sut que répondre. « Je suis désolée, dit-elle enfin. Non, tu ne comprends pas, c'est moi qui pars. » Il hésita. « J'ai beaucoup réfléchi, à nous deux, à ce qui a été. Je t'ai dit à l'époque que tu aimais ton travail plus que moi. Et maintenant je comprends, c'est moi qui ne t'aimais pas comme tu le méritais. Je voulais une épouse commode, pas une personne vivante. Pardonne-moi, Clara. » Elle se tut, ne sachant quoi dire. « Je ne te demande pas de revenir, » continua Thomas. « Je sais qu'il est trop tard. Je voulais juste que tu le saches. »« Merci, Thomas, » dit-elle doucement. « Je suis contente que tu l'aies compris. Vraiment. Mais tu as raison. Il est trop tard. J'ai une autre vie maintenant. » « Je le sais. J'ai vu le reportage. Tu rayonnes là-bas, Clara, comme jamais auparavant. Sois heureuse. »« Toi aussi, Thomas. Toi aussi. » Elle raccrocha et resta longtemps assise, regardant l'obscurité derrière la fenêtre. Un sentiment étrange, ni tristesse ni joie, mais une forme d'achèvement. Le passé l'avait enfin libérée. Tous les fils qui la reliaient à son ancienne vie étaient coupés, dénoués, relâchés. Elle était libre, vraiment libre, pour la première fois depuis des années. Le printemps fut précoce cette année-là. Dès mars, la neige fondit, l'herbe reverdit, les bourgeons gonflèrent sur les pommiers. Clara sortit sur le perron au petit matin pour respirer, écouter les oiseaux. L'air sentait l'eau de fonte et la terre. Quelque part dans le village, une vache meuglait, un coq chantait. Un matin ordinaire, une vie ordinaire. Et pourtant, chaque fois, comme un miracle. Paulina la rejoignit. Elle était arrivée la veille, avec des documents, des papiers sur la pension, des rapports, des factures. Mais à présent, elle tenait non pas des dossiers, mais une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Clara. « Un cadeau. Pour l'anniversaire. » « Quel anniversaire » Paulina sourit. « Il y a 4 ans, tu es arrivée dans ce village. Tu as trouvé la maison. Tu m'as trouvé. Tu as tout changé. » Clara ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un pendentif, petit, en argent, en forme de clé. Cette même clé, avec son paneton ouvragé, son motif sur la tête. Elle leva les yeux vers Paulina. « Je l'ai commandé chez un bijoutier, » expliqua Paulina. « D'après une photo. Je voulais que tu aies un souvenir. » Clara mit le pendentif. Il se posa sur sa poitrine, léger, tiède du soleil. « Merci, » dit-elle. « Ça compte beaucoup. » Elles restèrent sur le perron, regardant le village qui s'éveillait. Maria s'activait déjà dans la cour, nourrissait les poules, menait la chèvre au pré. De la pension montaient des rires. Un des pensionnaires racontait une blague. Ça sentait la fumée et le pain frais. « Tu sais, » dit Paulina, « parfois je me demande, et si tu étais passé à côté, si tu n'avais pas pris cette clé, si tu n'étais pas parti chercher la maison. » « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Clara. « J'aurais sans doute trouvé un autre travail. Peut-être serais-je parti dans une autre ville. J'aurais vécu d'une certaine façon. Mais... » Elle s'arrêta. « Ce n'aurait pas été cette vie-là. Pas la mienne. »« Et celle-ci est la tienne ?» Clara regarda la maison aux encadrements bleus, le pommier dans la cour, les champs au-delà du village, la forêt à l'horizon, les gens qui étaient devenus sa famille. « Oui, » dit-elle, « c'est la mienne. » Peter Nikolaus mourut en mai, paisiblement, dans son sommeil, un sourire aux lèvres. Clara était à ses côtés, lui tenait la main. Il ouvrit les yeux 1 minute avant la fin, la regarda d'un regard clair et murmura « Merci pour tout ». Puis il ferma les yeux et partit. Comme s'endorment les enfants, doucement,
calmement, sans peur. Clara resta longtemps près de lui, pleura sans retenir ses larmes. C'était un homme bon. Il méritait une telle mort, dans la chaleur, dans l'amour, pas dans la solitude. C'était important. C'était juste. Tout le village vint à l'enterrement, même ceux qui ne le connaissaient pas, simplement pour rendre hommage. Martin, qui avait lui-même plus de 90 ans, prononça un discours. Court, simple, venu du cœur. C'était un brave homme, intelligent, bon. Il en reste peu comme ça. Que la terre lui soit légère. Et tous répétèrent « Que la terre lui soit légère ». Puis chacun rentra chez soi, et la vie continua. En été, Clara prit pour la première fois depuis 4 ans des vacances. Elle alla chez sa mère pour 2 semaines, simplement être près d'elle, manger des tourtes, se promener dans les rues de son enfance. Sa mère avait vieilli, les cheveux tout blancs, le dos voûté, mais les yeux restaient jeunes, vivants. Elles étaient assises sur le balcon, buvaient du thé avec de la confiture, regardaient la ville en contrebas. « Tu es heureuse, ma chérie ?» demanda sa mère. « Je suis heureuse, maman. »« Alors moi aussi, je suis heureuse. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Clara revint à Weidenbach fin août. Le village l'accueillit avec l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des pommes mûres. Maria se précipita pour l'embrasser. « Tu nous as manqué. » Les pensionnaires lui faisaient signe depuis les fenêtres. Paulina avait préparé un dîner de fête. Poulet, salade, vin maison. « Bon retour à la maison, » dit-elle en levant son verre. Et Clara comprit. Oui, c'était la maison. Sa maison. Enfin, encore l'automne. Le 5e. Clara se tenait sur le perron, regardait les feuilles jaunes tournoyer dans l'air. Le vent sentait la fumée et la terre humide. Quelque part dans le village, un chien aboyait, des oies criaient. Un jour ordinaire, une vie ordinaire. Et pourtant, chaque jour, comme un cadeau. Elle sortit de sa poche la clé, cette même clé en laiton, assombrie par le temps. La fit tourner entre ses doigts. 5 ans plus tôt, cette clé reposait dans la paume d'un clochard mourant. 5 ans plus tôt, elle l'avait acceptée, et avec elle, son destin. Tant de choses s'étaient produites depuis, tant de personnes rencontrées, tant d'histoires entendues, tant de vies vécues, les siennes et celles des autres. Et tout avait commencé avec ce petit morceau de laiton, avec la confiance d'un inconnu, avec la décision de ne pas passer à côté. « Clara !» cria Maria depuis la cuisine. « Viens déjeuner, les crêpes refroidissent. » Clara sourit, glissa la clé dans sa poche. Une nouvelle journée l'attendait. De nouveaux soucis, de nouvelles joies, de nouveaux petits miracles. Et elle était prête à tout. La maison aux encadrements bleus se dressait à la lisière du village, au bord de la forêt. Vieille, mais solide. Avec un pommier dans la cour, des poules, une chèvre nommée Maja. Avec des gens qui y avaient trouvé refuge et amour. Avec la mémoire de ceux qui sont partis, mais ne sont pas oubliés. Armand Gladish n'a jamais su que sa maison était devenue le foyer de dizaines de vieillards solitaires, que sa fille avait poursuivi son œuvre à sa manière, autrement. Et sourit. Ce soir-là, lorsque et sourit. Ce soir-là, lorsque les feuilles tourbillonnaient particulièrement joliment dans le vent, Clara sortit sur le perron avec une tasse de thé. Le coucher du soleil teignait le ciel de rose et d'or. Dans la pension, tout était calme. Les pensionnaires s'étaient retirés dans leurs chambres, se préparaient à dormir. Maria faisait la vaisselle en fredonnant un vieil air. De la forêt montait une fraîcheur mêlée d'odeurs de champignons. Clara s'assit sur la marche, serra la tasse entre ses paumes. La chaleur réchauffait ses mains. Elle pensait à la vie, la sienne, celle des autres, entrelacées en un seul motif, aux choix que nous faisons chaque jour, aux routes qui nous mènent là où nous devons être, aux personnes qui entrent dans nos vies, parfois pour une minute, parfois pour toujours, et changent tout. Armand est apparu dans sa vie pour une minute, littéralement une seule minute, entre la vie et la mort. Mais cette minute a tout changé. Elle lui a donné un but, un sens, une maison. Elle lui a donné une famille qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir avoir.
Elle lui a donné elle-même, la vraie, celle qui se cachait derrière les masques chirurgicaux et les sourires de service. Les étoiles commencèrent à percer dans le ciel qui s'assombrissait. Une première, une deuxième, une dixième. Le ciel au-dessus de Weidenbach était généreux en étoiles. Clara les regardait et pensait à Peter Nicolaus, qui aimait tant parler du cosmos. À l'idée que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Que lorsque nous mourons, nos atomes retournent à l'univers et deviennent partie de quelque chose de nouveau. Une pensée belle, consolante, peut-être vraie. La porte grinça, Paulina sortit sur le perron. Elle s'assit à côté d'elle, s'appuya contre son épaule. À quoi tu penses? Aux étoiles. Aux gens, à la façon dont tout est lié. Paulina hocha la tête. Elles restèrent silencieuses, dans un silence bon et chaleureux. Puis Paulina dit « Tu sais, aujourd'hui je triais des papiers. J'ai trouvé une autre lettre de papa, parmi celles qu'il écrivait à grand-père depuis l'hôpital. Il y avait une phrase. Elle sortit de sa poche une feuille pliée, la déplia. Voilà. Grand-père, je crois qu'un jour tout deviendra juste. Que le bien l'emportera. Que des gens se trouveront qui ne passeront pas à côté. Ils se trouvent toujours. Il faut seulement y croire. Clara sentit une boule lui monter à la gorge. Il le savait, murmura-t-elle. D'une manière ou d'une autre, il le savait. Ou bien il espérait, dit Paulina. Ce qui, au fond, revient au même. Elles restèrent assises sur le perron jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Les étoiles se répandirent dans le ciel en une profusion généreuse. Quelque part dans la forêt, une chouette ululait. Dans le village, les fenêtres s'éteignaient les unes après les autres. Le monde s'endormait, doucement, paisiblement, comme il se doit. Clara se leva, s'étira. « Je vais y aller. Demain, levez tôt. Vas-y. Bonne nuit. » Bonne nuit. Elle entra dans la maison, passa dans sa chambre. Petite, confortable, avec une fenêtre donnant sur la forêt. Sur la table de nuit, une photo de sa mère. Au mur, ce pendentif en forme de clé. Dans sa poche, l'original, tiède de la chaleur du corps. Elle se coucha, se couvrit, ferma les yeux et s'endormit. Calmement, sans rêve, sans inquiétude. Comme une personne qui a enfin trouvé sa place, sa maison, son destin. Et dehors, la forêt bruissait et les étoiles scintillaient et la vie continuait, quoi qu'il arrive. Malgré tout. Grâce à ceux qui ne sont pas passés à côté. Était-ce une rivière, un oiseau nocturne ou simplement le bruit du feuillage? Mais elle savait. On l'avait entendu. Elle avait ouvert la porte et était entrée dans la maison. Là où la famille l'attendait. Là où la lumière était allumée. Là où les vieilles horloges tic-taquaient, comptant le temps. Un temps qui n'était plus effrayant. Parce qu'il était rempli à ras-bord. D'amour. Les années passèrent, et Clara vieillissait doucement, paisiblement, sans se plaindre. À 75 ans, ses jambes commencèrent à lui faire mal, et elle ne pouvait plus marcher loin, seulement jusqu'à la rivière et retour. À 78 ans, sa vue baissa, et elle cessa de tricoter. Ses doigts n'obéissaient plus, les mailles s'en mêlaient. Mais elle ne s'en attristait pas. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Paulina venait souvent, avec ses petits-enfants. Les enfants couraient dans la cour, riaient, jouaient avec les animaux. Clara était assise sur le perron, les regardait, et son cœur se remplissait de chaleur. Maria mourut à 82 ans, paisiblement, dans son sommeil, comme elle le souhaitait. Clara était assise à côté d'elle, lui tenait la main. « Merci », murmura Maria avant la fin. « Pour tout. Pour être restée. Pour que la maison vive. » Et Clara hocha la tête, bien que les larmes lui brouillent la vue. La pension continua de fonctionner. Paulina engagea une jeune médecin, une fille de Vienne, qui venait 3 fois par semaine. Clara aidait comme elle le pouvait, par des conseils, par son expérience, simplement par sa présence. Les pensionnaires venaient vers elle, racontèrent leurs histoires, partageaient leurs souvenirs. « Vous êtes heureuse ?» lui demanda un jour Martin,
qui avait déjà plus de 95 ans. Heureuse, répondit Clara. Très. Ça se voit, acquiesça-t-il. Ça se voit dans les yeux. À 80 ans, Clara ne sortait presque plus de sa chambre. Ses jambes avaient complètement cessé de la porter, et elle se déplaçait dans un fauteuil que Paulina avait fait apporter. Mais son esprit restait clair, et elle aimait toujours parler. Avec Paulina, avec ses enfants, avec les pensionnaires qui passèrent la voir. Le soir, Paulina lui lisait à voix haute les mêmes livres que Clara lisait autrefois elle-même. Parfois, elle restait simplement assise en silence, se tenant la main, regardant la forêt par la fenêtre. « Maman », dit un jour Paulina. Elle appelait Clara maman depuis longtemps, bien qu'elle n'ait aucun lien de sang. « Je veux te demander quelque chose. » « Demande. »« Es-tu heureuse? L'as-tu été toutes ces années ?» Clara la regarda, cette femme de plus de 60 ans. Les mèches grises dans ses cheveux clairs, les rides au coin des yeux, les mains fortes et sûres. Et les yeux, les mêmes que ceux d'Armand. Gris, limpides. « Heureuse, dit-elle. Très. Surtout ces 40 dernières années. Pourquoi surtout? Parce que ce sont des années avec toi, avec vous, sans vous. Elle secoua la tête. Sans vous, je n'aurais fait qu'exister. Avec vous, j'ai vécu. Paulina se pencha, l'embrassa sur le front. Merci, maman. Pour tout. C'est à toi que je dis merci. D'avoir été retrouvée, d'être restée, d'avoir continué. Elles s'étreignirent maladroitement, car Clara bougeait déjà difficilement. Mais cela n'avait pas d'importance. Seule comptait la chaleur, l'amour. Elles deux. Clara mourut paisiblement, dans son sommeil, à la fin du mois d'août, lorsque les pommes du verger étaient gorgées de jus et que la forêt bruissait derrière la fenêtre. Elle avait 87 ans. Paulina la trouva le matin, calme, apaisée, avec un léger sourire sur les lèvres, comme si elle avait vu quelque chose de beau dans son dernier rêve. Dans sa main, elle serrait cette même clé en laiton. Les funérailles furent telles qu'elle l'avait voulu, discrètes, familiales, sans faste. On l'enterra au cimetière du village, sous un vieux tilleul. Sur la pierre tombale, on écrivit simplement « Clara Weber, médecin, amie, aimée ». Il n'en fallait pas davantage. Après les funérailles, Paulina resta longtemps assise sur le perron de la maison aux encadrements bleus. Elle regardait le pommier dans la cour, les champs au-delà du village, la forêt à l'horizon. Ses enfants, déjà adultes, étaient près d'elle. Ils se taisaient, lui laissant le temps. « Vous savez, dit enfin Paulina, elle me parlait de cette minute, quand papa lui tenait la main. Elle me l'a raconté souvent. »« Et que disait-elle » demanda son fils. Elle disait que c'était un moment de choix, passer à côté ou s'arrêter, prendre la clé ou la laisser, chercher la maison ou oublier, et qu'elle avait choisi juste, que cette minute avait changé toute sa vie. Ils se turent. « Maman, dit la fille de Paulina, je veux que tu saches une chose, je ne partirai nulle part, jamais. C'est ma maison, et je la transmettrai à mes enfants, comme tu nous l'as transmise. » Paulina la serra fort dans ses bras, en silence. Et derrière la clôture, la forêt bruissait, comme elle l'avait toujours fait, comme elle le fera encore pendant de longues années. Et quelque part dans ce bruissement, dans cet air, ils étaient là. Armand, qui avait confié la clé à une inconnue. Clara, qui n'était pas passée à côté. Peter Nicolaus, qui avait trouvé ici le repos. Tous ceux qui avaient vécu dans cette maison, qui avaient aimé, qui avaient été aimés. Ils étaient là, toujours, dans la maison devenue maison pour beaucoup, dans la famille retrouvée, dans l'amour qui ne meurt pas, jamais. Les vieilles horloges au mur continuaient de tic-taquer. Elles comptaient le temps pour ceux qui restaient, pour ceux qui viendraient, pour ceux qui naîtraient encore dans cette maison, sous ce toit, entre ces murs. La clé en laiton était suspendue dans un cadre au mur, là où Clara l'avait accrochée autrefois. Petite, assombrie, mais ayant ouvert tant de portes. Paulina se leva, s'en approcha, la toucha du bout des doigts. « Merci, murmura-t-elle. Pour papa, pour Clara.
pour nous tous. La clé resta silencieuse. Mais il lui sembla qu'elle s'était réchauffée sous ses doigts. Peut-être était-ce son imagination. Premières étoiles s'allumaient dans le ciel. Quelque part dans la maison, un enfant rit. L'un des arrière-petits-enfants venus pour les funérailles. La vie continuait, comme elle continue toujours, quoi qu'il arrive.